Ce matin, un groupe de randonneurs emprunte le sentier qui mène à l'une des montagnes les plus célèbres d'Italie. Nous sommes au cœur géographique du pays et du sommet du Monte Fumaiol, on découvre un point de vue unique sur les paysages de l'Italie centrale. On est vraiment au milieu de l'Italie, au cœur de la chaîne des Apennins. C'est une zone frontière au centre de beaucoup de régions. La vallée que l'on voit ici en dessous, c'est le début de la vallée du Tibre, là où elle commence à prendre la forme d'une gorge. C'est le Tibre, justement, qui a rendu célèbre le Monte Fumaiol. Car ce fleuve que les Italiens disent sacré jaillit des flancs de la montagne, au cœur d'une forêt de châtaigniers. Je bois un peu d'eau du Tibre. Elle est bonne et fraîche, directement à la source. C'est ici précisément qu'elle sort de la terre et commence son voyage jusqu'à Rome. L'eau va parcourir 405 km avant d'arriver à la mer. Sur cette colonne, une phrase nous rappelle l'importance symbolique du lieu. Il est écrit « Ici naît le fleuve sacré au destin de Rome ». Symboliquement, c'est le point de naissance du Tibre. S'il est sacré et lié au destin de Rome, c'est que le cours du fleuve a déterminé le lieu où a été fondée la ville de Rome. Depuis sa source, le Tibre parcourt 405 km du nord au sud pour rejoindre Rome, puis la mer. Tout au long de leur voyage, les eaux du fleuve sacré façonnent les paysages. Surplombant ces rives, des villages perchés, et des villas de rêve. Source de vie, pendant des millénaires, il a fait la richesse des cités construites sur ces berges. À une centaine de kilomètres des sources, sur les plateaux de l'Ombrie, voici l'une d'entre elles, Pérouse. Fondée par les Étrusques au 5e siècle avant notre ère, cette cité marchande doit son opulence à sa position stratégique le long du Tibre. Anne-Claire est française. Elle habite Pérouse depuis une vingtaine d'années. Pour rejoindre le centre de la cité, elle emprunte un chemin singulier. C'est un aqueduc médiéval qui a été construit en 1260 par un ingénieur de Venise pour amener l'eau à la fontaine au centre. On a quitté les petites rues médiévales tortueuses et étroites pour arriver sur la grande place, la Platea Magna Communis, comme on l'appelait au Moyen-Âge. Donc la place la plus importante avec le palais des prieurés, le palais de gouvernement, construit à la fin du XIIIe siècle. C'est surtout la fontaine qui est l'orgueil des Pérugiens. Les Pérugiens disent toujours « Ci vediamo alla fontana », on se retrouve à la fontaine. Et c'est la plus belle fontaine gothique d'Italie, donc ils en sont très fiers. Elle est en marbre de Carrare, rose et blanc, et c'est l'endroit où convergent les 5 rues principales, les 5 quartiers. Donc si j'habite dans un quartier et je veux aller dans l'autre quartier, il faut que je repasse par la fontaine. Le palais des Prieurés est l'un des plus beaux témoignages de l'architecture médiévale en Italie. Il symbolise la richesse de cette cité
qui, grâce au Tibre, fut au Moyen-Âge un centre de commerce et d'échange de première importance. Dans le palais, on découvre ce qui est certainement la plus belle banque du monde. Ces fresques sont l'œuvre d'un grand maître de la Renaissance, le Pérugin. C'est vraiment l'œuvre de sa maturité. Il montre tout ce qu'il a élaboré pendant les années de jeunesse, déjà à la chapelle Sixtine, parce qu'il travaille aussi à la chapelle Sixtine. On voit ici, par exemple, que c'est un très grand maître de la couleur dans la luminosité des robes de ces sibylles. Et puis l'élégance aussi, on a vraiment l'impression qu'elles sont en train de danser. C'est dans les étoffes, le rendu des étoffes, l'élégance des drapés, dans l'harmonie, dans l'équilibre de la composition. C'est vraiment son chef-d'œuvre. Le Pérugin fut le maître de Raphaël et l'un des plus grands peintres de son temps. Ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi que le Pérugin a peint son autoportrait à la fin des travaux. En 1500, les banquiers, très satisfaits de cet ouvrage, ont demandé au Pérugin de peindre son portrait dans un cadre. Donc c'est la première fois qu'un artiste n'est plus représenté comme un travailleur manuel, comme un artisan, mais comme un intellectuel. Il est très demandé, c'est le meilleur peintre d'Italie à l'époque, et il a des prix exorbitants. On ne veut que lui, à Rome, à Naples, à la chapelle Sixtine. C'est une grande fierté pour les habitants de Pérugia, et dès qu'ils ont des amis qui viennent les voir, ils viennent ici pour leur montrer ce chef-d'œuvre du Pérugin. Quelques kilomètres en aval de Pérouse, le cours du Tibre se fait plus tortueux. Ici commence le passage le plus sauvage du parcours du fleuve. Ces eaux pénètrent dans les gorges du Forello, un site naturel préservé. Alessio et Maria Neve sont les gardiens de ces lieux. Ils sont parmi les seuls à pouvoir naviguer sur ces eaux. Ici, c'est une partie très sauvage du cours du Tibre. Dans ces gorges, il n'y a aucun accès. Elles ont été creusées par les eaux du Tibre au cours des millénaires. C'est vraiment un lieu complètement sauvage, sans l'empreinte de l'homme, et accessible seulement en bateau. On pense toujours au Tibre à Rome, ce large fleuve qui traverse la cité éternelle. Mais on n'imagine pas qu'en amont, il puisse avoir cet aspect sauvage. À la sortie des gorges, l'embarcation s'engage à présent sur le lac de Corbara. Ce lac se situe au cœur de la réserve du Tibre. La régulation du fleuve a donné naissance à un milieu naturel d'une grande richesse. Cette réserve est une étape indispensable pour les oiseaux migrateurs de toute l'Europe. Ah, il y a des hérons cendrés. Oui, il y en a 2, 3, 4, 5. Et le héron blanc est en train de pêcher.
Qu'est-ce que c'est beau! Il est en train de pêcher. Les basses eaux lui permettent de capturer des petits poissons et des grenouilles. Dans ces marais peu profonds, il peut se déplacer facilement et attraper ses proies avec son long cou qui fonctionne comme un ressort. Ce lieu s'est transformé en une réserve parfaite pour les oiseaux, l'une des plus importantes d'Italie. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est comme une aire d'autoroute pour les oiseaux. On a cette image car la réserve se trouve sur la route des oiseaux migrateurs qui, lors de leur voyage en automne ou au printemps, suivent le cours du Tibre et peuvent s'arrêter ici pour se reposer. Sur les hauteurs du lac de Corbara, apparaît la ville d'Orvieto. Construite sur un massif de tufs volcaniques, elle s'élève à plus de 50 mètres au-dessus de la campagne environnante. À l'intérieur de cette formation géologique, une cité secrète est née. Dans la falaise, d'étranges ouvertures. Ce sont les entrées de l'Orvieto souterraine. Voici une ville sous la ville. Un réseau de plus de 1000 grottes se déploie dans le sous-sol d'Orvieto. Claudio Bizzarri est historien et archéologue. Il a fait partie de l'équipe de scientifiques qui, à partir des années 80, a redécouvert ce réseau souterrain. Pénétrer dans ces grottes, c'est effectuer un voyage dans le temps. Ce réseau de grottes ne s'est pas formé au cours des siècles, mais plutôt au cours des millénaires. Car les premières grottes ont été creusées par les habitants de la ville 900 ans avant notre ère, puis par les Étrusques, évidemment. Donc on parle ici de 2500 ans d'histoire. Au cours des siècles, c'est toute une partie de l'activité économique de la ville qui s'est développée sous terre. Dans cet atelier, on produisait de l'huile d'olive. Dans ces niches, on élevait des pigeons. Orvieto a dû se développer verticalement, plutôt qu'horizontalement. Parce qu'horizontalement, ce n'est pas possible. Il y a les falaises qui entourent la ville. Donc beaucoup de problèmes vont trouver leur solution dans le sous-sol. Pas en s'étendant, mais en descendant. Et aujourd'hui, même si les monuments, les maisons, les rues ont disparu, on peut savoir à quoi ressemblait la ville antique, car le sous-sol a conservé les traces de cette cité. Dans l'un des parcs de la ville, un ouvrage témoigne du génie des architectes de la Renaissance à Orvieto. Voici Il Pozzo San Patricio, un puits profond de 53 mètres, construit en 1527. Il permettait aux habitants de s'approvisionner en eau. C'est une réponse monumentale à la recherche d'eau. À l'époque, il existait d'autres systèmes, par exemple des citernes pour stocker l'eau. Mais avec ce puits, on a la possibilité d'avoir un approvisionnement permanent, car on puise directement dans la nappe phréatique. En 1527, pour remonter cette eau, on utilisait des animaux de somme. Les architectes ont créé dans le puits un escalier à double révolution. Éclairé par ces fenestrons, il permet aux animaux qui collectent l'eau
de descendre et de remonter sans se croiser. Les marches sont très basses et très longues pour favoriser la descente des animaux qui allaient prendre l'eau. Des escaliers adaptés aux hommes seraient impraticables pour des animaux. Voilà, maintenant on se trouve au fond du puits San Patrizio. On est sur un petit pont qui relie les deux spirales. Donc je suis descendu par un escalier et je vais remonter par un autre. Au fil des siècles, le puits devient une véritable attraction qui attire les visiteurs de toute l'Europe. Au XVIIIe siècle, il y a eu un engouement pour ce lieu, parce qu'il rappelait les grottes profondes dans lesquelles les saints allaient méditer. C'était comme une descente aux enfers et une remontée purificatrice, une sorte de purgatoire. Celui qui visitait le puits en ressortait en quelque sorte purifié. Dans la région d'Orvieto, le Tibre sait se faire nourricier. Ici, la présence du fleuve crée un microclimat. Et depuis les Étrusques, sur ces coteaux, on cultive le raisin. Sur l'une des collines qui dominent le fleuve, voici le domaine Decugnano dei Barbi. Dans ce paysage, on produit du vin depuis le XIe siècle. Aujourd'hui, une famille perpétue la tradition. Posso scendere? Ce matin, sur le domaine, commence la récolte du Vermentino, un raisin blanc typique de l'Orvieto. Voilà une belle grappe de Vermentino. Quand les pépins prennent cette couleur marron, c'est qu'il est parfait. Le vin blanc de Decugnano est aujourd'hui réputé dans le monde entier, en particulier aux États-Unis. Son succès, il le doit à un terroir très particulier. On dit de ce vin qu'il a le parfum de la mer. On est pourtant ici à plus de 50 km de la Méditerranée. L'explication se trouve dans la terre. Oh, ecco qua. Ecco, questa è un'ostrica. Voilà, ça c'est une Questa huître. invece è una turritella, si chiama. Et ça, c'est un escargot de mer. Non è rotta. On a de la chance, il n'est pas cassé. Purtroppo c'est tutta rotta, ma è un'ostrica L'huître par gigante. contre est abîmée, c'est une huître géante. Vedete com'era grossa. Regardez comme elle est grosse. Et quel âge a-t-elle? Anche 2,5 milioni d'anni. 2,5 millions d'années, peut-être plus. C'est incroyable l'histoire de ces coquillages. Tutta la storia che queste conchiglie Ici, portano. il y a plusieurs millions d'années, c'était une mer. Oltre 2,5 milioni d'anni Ces coquillages fa. donnent des Poi minéraux aux queste vignes, des minéraux que l'on va retrouver dans le raisin, puis dans le vin. dalle viti, questi C'est pour cela que l'on sensazioni trouve des goûts salins qui viennent de la mer, E quindi troviamo une sorte de sensation marine. sapidità data dal mare e queste sensazioni marine. Quindi davvero, anche assaggiando Quand on la- déguste alla le cieca vin, i vini, on a si parfois sente l'impression que quasi c'est un vin questo produit en bord de mer, vini di mare, anche alors se que l'on siamo est bien loin de la vini del côte, mare à 350 mètres d'altitude. E questo Je pense que penso c'est ça notre sia trésor. il tesoro Ce qui fait que le vin de Decugnano di est unique, ce sont ses coquillages et ce passé marin. Poi Montepulciano. Voici l'autre secret du vin de Decugnano. Ici aussi, le sous-sol a été exploité par les hommes. Creusées dans la colline, des grottes millénaires. Elles offrent au vin des conditions de maturation exceptionnelles.
À l'origine, ces grottes étaient plus petites. Dans la colline, il y en a environ une trentaine. C'étaient probablement des tombes étrusques. Elles ont été ouvertes par les Romains et utilisées au cours des siècles par les paysans du pays pour faire du fromage ou mettre les animaux ou le vin. Aujourd'hui, Enzo vérifie la maturation de son vin rouge. C'est toujours un moment magique. On vient gentiment pousser la porte du vin et voir à quel stade d'évolution il est arrivé. C'est comme aller voir un vieil ami que l'on n'a pas vu depuis longtemps. Tous les jours, quand j'ouvre ma fenêtre et que je vois cette vue, ça me réconcilie avec le monde. Surtout le soir, quand on profite d'un coucher de soleil. Ce sont des moments dont on ne se lasse pas. De l'autre côté de la vallée, perché sur les hauteurs, voici Monte Castello di Vibbio. Comme beaucoup de villages situés le long du Tibre, il s'est développé au XVIIIe siècle grâce à la richesse de la terre et au fleuve. Ici, de riches familles ont fait édifier derrière cette simple façade un lieu étonnant. Voici le plus petit théâtre à l'italienne du monde. Et pourquoi le plus petit? Parce qu'il n'existe pas de théâtre historique plus petit. Rendez-vous compte, si peu de sièges. Combien de sièges y a-t-il? 99. Il est petit car les 9 familles qui l'ont fait construire l'ont voulu à leur mesure. Elles ont dit aux charpentiers, construisez-nous un théâtre pour nous. Et le nombre de loges correspond au nombre de familles. 1, 2, 3, jusqu'à 9. Les 2 loges sur la scène n'étaient pas importantes. Les autres, c'étaient les loges d'honneur. Et seules les familles nobles du pays venaient au théâtre. Ces 9 familles décident de faire construire le théâtre en 1808. Elles lui donnent un nom français, le Théâtre de la Concorde, rappelant ainsi leur attachement aux principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Des valeurs que l'on retrouve dans l'organisation du lieu. Au XIXe siècle, chaque famille possédait les loges des 2 étages. Mais alors, qui allait dans les loges centrales? En Concorde, tous les 9 mois, ils y allaient tous. Car chaque mois, les familles se déplaçaient d'un rang. C'est plutôt un beau signe de démocratie. Longtemps laissé à l'abandon, le théâtre a repris vie il y a quelques années. En suivant le fleuve, nous quittons la région de l'Ombrie pour rejoindre le Latium. Rome se rapproche. Le Tibre traverse à présent de grandes plaines. Sur ces collines qui dominent la vallée,
Caché dans les bois, se trouve un jardin singulier. Témoignage de la passion pour les arts d'un prince de la Renaissance. Tout commence par une surprenante maison penchée. Dès sa porte franchie, on est désorienté. Notre centre de gravité est déplacé et on a l'impression d'être sur un bateau pris dans une tempête. C'est presque un sentiment de crainte, de peur. Il faut imaginer qu'au XVe siècle, les jeux électroniques, les parcs d'attractions n'existaient pas. C'était donc des sensations très étranges pour les gens de l'époque. L'aventure ne fait que commencer. Le visiteur croise des sculptures étranges. Dans ce jardin, tout est énigme et à double sens. Cette sculpture est la seule à l'intérieur de laquelle on entre. Elle a une force esthétique très importante, beaucoup plus que les autres, et certains spécialistes pensent que c'est l'œuvre de Michel-Ange. Avant d'entrer dans cette bouche infernale, on lit « Chaque pensée s'envole ». C'est le concept que le prince nous propose toujours. Quand on est ici, on oublie le reste du monde et ses problèmes. On entre et on n'est pas englouti par un monstre, mais on se retrouve dans un lieu tranquille. On est à l'ombre, on peut se reposer, manger quelque chose. Donc ici vraiment, chaque pensée s'envole. On n'est pas englouti dans une bouche infernale, mais dans un lieu de bien-être. Ce parcours est né au XVIe siècle de l'imagination de Vicino Orsini. Ce prince passionné par les arts voulait ainsi impressionner ses invités. C'était un prince. Il régnait sur cette région, mais il n'était pas très riche, alors que tous ses amis, les princes, les cardinaux et même le pape étaient beaucoup plus riches que lui. Il crée donc ce lieu pour leur démontrer que s'il ne pouvait pas être aussi riche qu'eux, il était certainement plus cultivé. Peu à peu, on va arriver au petit temple. C'est ce que l'on pourrait appeler la récompense finale. Si on est croyant, c'est une sorte de paradis. Donc ici, on arrive à la fin du parcours, au symbole, celui qui représente la récompense qui nous attend à la fin du parcours de la vie. Et sur le temple, on retrouve d'autres références à Michel-Ange. Ces deux petits tonneaux sont une des signatures de jeunesse de l'artiste. Il a voulu laisser ici cette trace de son passage. À quelques kilomètres du jardin, voici la rivière Velino. C'est l'un des affluents du Tibre. Juste avant de se jeter dans le fleuve, ces eaux forment les chutes d'eau artificielles les plus hautes du monde. Plusieurs fois par jour, un spectacle grandiose se répète. Stefano Grilli est hydrologue. Il est en charge du contrôle du débit de l'eau. La sirène nous indique que d'ici peu, environ 15 minutes,
la quantité d'eau du Velino va augmenter progressivement. Et le spectacle va commencer. Le paysage va complètement changer. Et un vent va se lever, car la masse d'eau va pousser la masse d'air. En quelques minutes, le volume d'eau atteint 15 mètres cubes par seconde. Les cascades delle Marmoree ont été créées par les Romains 3 siècles avant notre ère afin d'assainir des marais. Le lieu a longtemps été une étape du Grand Tour. La force d'évocation de ce paysage a inspiré de nombreux artistes, comme le poète Lord Byron. Quand les poètes sont venus pendant la période romantique, et même avant, la quantité d'eau était bien supérieure, au moins 7 ou 8 fois plus. Et l'impact des cascades était encore plus fort. C'était presque un spectacle angoissant, qui forçait le respect envers la nature. Nous quittons les cascades pour notre dernière étape le long du Tibre. Depuis sa source, le fleuve a parcouru plus de 350 km. Les portes de Rome sont toutes proches. Surplombant le Tibre, les maisons de Filaciano. Dans le village, comme chaque année au printemps, un événement se prépare. Au lever du jour, les habitants de Filaciano se sont donné rendez-vous sur la place du village. Pour eux, une course contre la montre débute. Ils ont 6 heures pour préparer une cérémonie que l'on appelle ici l'infiorata. Ils réalisent un chemin de fleurs qui sera emprunté par la procession du Saint-Sacrement. On a tracé les dessins et là ils sont en train de les remplir avec les différentes couleurs. On sépare les couleurs suivant le dessin. Ici on a une figure abstraite, elle est faite avec les pétales de fleurs. Et pour les couleurs qui manquent, on met de la sciure colorée. On a commencé à 4 heures ce matin et on espère finir à 10 heures. À 11 heures on a la messe et à 11h30 la procession commence. C'est une course contre la montre. Chaque année, réaliser l'infiorata dans les temps est un véritable défi. Alors, du plus grand au plus petit, tous les habitants participent. Ça a toujours été un événement important. Il y a toute cette préparation, et pourtant, cela ne va durer que 2 secondes. La procession va passer sur les fleurs, et tout va être détruit en un instant. Tout le travail de la journée va disparaître. Au milieu de la matinée, l'ouvrage a bien avancé. Le chemin de l'infiorata est pratiquement achevé.
Il est 10 heures. La cloche sonne pour prévenir qu'à 11 heures, la messe va commencer. Vous avez fini? Il nous reste seulement ce morceau. Et puis c'est bon. Cette année encore, on a réussi. Vous êtes heureuse? Oui, vraiment. C'est émouvant. D'autant plus parce qu'on a réussi à faire ce qu'on avait prévu. C'est doublement émouvant. C'est beau. La procession s'achève. Dans la plaine, le Tibre poursuit son chemin vers Rome et la mer.